Un de mes amis, un être altier, disait non sans raison: ou les gens sont des livres, ou ce sont des journaux. Le pauvre Sergueï Ivanitch, entre les deux, serait resté sur le carreau. Il faudrait inventer pour lui une troisième espèce, celle des traductions littérales. Le mot à mot de la Révolution se déversait de lui, bruissait dans son cerveau enrhumé comme une feuille de cigarette froissée. Quand il secouait les parements de sa tunique de cavalier couleur d'eau de mer, il en tombait des écrits clandestins, aussi légers que l'éther. De sa cigarette, roulée dans du papier prohibé, s'échappait une fumée interdite. J'ignore où et comment Sergueï Ivanitch en a été imprégné. Trop jeune alors, je n'ai pas eu accès à cette tranche de sa vie. Mais un jour il m'entraîna chez lui, je découvris son cabinet de travail, sa chambre, son laboratoire. Nous venions de nous atteler à une tâche aussi vaste que superbement vaine. Nous écrivions une étude sur les causes de la chute de l'Empire romain. Sergueï Ivanitch, en une semaine, me dicta par salve 135 pages aux lignes serrées d'un cahier couvert de moleskine. Il ne réfléchissait pas, ne consultait pas les documents, tissait comme une araignée. Avec la fumée de sa cigarette, sans doute, un fil tout poisseux de phraséologie scientifique étirait ses périodes et y nouait des emprunts à la vie sociale et économique. C'était un chaland de notre maison, comme de beaucoup d'autres. Les Romains n'engageaient-ils pas de même des esclaves grecs pour briller au repas du soir avec la tablette d'un traité savant? Au milieu du dit travail, Sergueï Ivanitch m'emmena chez lui. Il résidait dans le numéro 100 de la perspective Nevski, au-delà de la gare Nicolas, là où les maisons renoncent à toute prétention et sont, comme les chats, grises. L'odeur âcre, lourde de son logis me fit frémir. Dans la chambre où depuis des années il respirait et fumait, l'air était remplacé par quelques substances neuves, inconnues, de poids spécifiques différents et d'une autre nature chimique. Spontanément me revenait à la mémoire cette caverne du chien à Naples dont parlent les cours de physique. Depuis qu'il vivait là, l'habitant des lieux n'avait manifestement rien soulevé, ni déplacé. Il se comportait avec les objets comme un authentique derviche, jetant sur le plancher pour toujours ce qui s'était révélé inutile. À la maison, il n'adoptait que la position couchée. Tandis qu'il dictait, je louchais sur son linge, couleur de houille. Je fus grandement étonné lorsque, décidant de faire une pause, il nous servit 2 verres d'un excellent chocolat épais et plein d'arômes. Je compris qu'il avait la passion du chocolat. Il le préparait de main de maître, beaucoup plus fort qu'il n'est d'usage. Quelle conclusion en tirer? Sergueï Ivanitch était-il un sybarite, ou le démon du chocolat s'était-il emparé de lui, l'ascète, le nihiliste? Oh, l'obscure autorité, oh, l'illégalité des pensées profondes de Sergueï Ivanitch, sa veste de cavalier, ses culottes en drap d'uniforme. Sa démarche rappelait celle d'un homme qu'on vient d'appréhender, qu'on mène par l'épaule face à un terrible satrape et qui tente de prendre l'air indifférent. Marcher dans la rue en sa compagnie était un plaisir, parce qu'il vous désignait les mouchards, en vert petit pois, et ne les craignait pas. Lui-même, je pense, avait l'air d'un mouchard, soit à force de réfléchir constamment à la chose, soit par mimétisme, comme les rochers donnent aux oiseaux et papillons leur plumage et leur couleur. Oui, Sergueï Ivanitch avait quelque chose de gendarmesque. Il faisait le dégoûté, était grincheux, colportait d'une voix enrouée des racontards et anecdotes sur les généraux, récitait avec délice et répulsion les 5 premiers degrés des grades civils et militaires. Comme s'il n'avait pas assez dormi, chiffonné autant qu'un blini d'étudiant, son visage exprimait l'humeur bougonne, propre aux gendarmes. Traîner dans la boue la personne d'un général ou d'un conseiller d'État signifiait pour lui le comble du bonheur. Un bonheur, je suppose, aux limites mathématiques et quelque peu abstraites. Oui,
Une anecdote, dans sa bouche, prenait presque l'allure d'un théorème. Un général, après avoir écarté tous les plats d'un menu, conclut « Que des saloperies !» Un étudiant l'entend, lui demande tous ses grades, écoute la réponse et conclut « C'est tout ? Que des saloperies !» Quelque part à Sedlec ou à Rovno, encore en plein dans sa tendre jeunesse, Sergueï Ivanitch avait pris ses distances avec toute hiérarchie, qu'elle soit administrative ou policière. Apparenté à de petits satrapes des provinces de l'Est, ce répétiteur de la Révolution asservi au démon du chocolat demanda en mariage la fille d'un gouverneur, elle aussi, de toute évidence, irrémédiablement détachée de tout. Bien entendu, il n'était pas un révolutionnaire. Alors, laissons-lui ce sobriquet, répétiteur de la Révolution. Tel une chimère, il s'est évanoui à la lumière du jour historique. Plus on approchait de 1905 et de l'heure, et plus s'intensifiait son mystère et grandissait sa ténébreuse autorité. Il lui aurait fallu se dévoiler, se résoudre à quelque chose, ne serait-ce que pointer le revolver qu'il tenait d'un groupe de combat, ou donner une preuve concrète de son affiliation à la cause révolutionnaire. Et voilà qu'au cours des journées les plus angoissantes de 1905, devenu le mandataire de Philistins en proie à une douce frayeur injustifiée, plissant ses paupières de plaisir comme les chats, il leur livre des informations confirmées sur le pogrom prévu pour tel jour dans les milieux de l'intelligentsia pétersbourgeoise. En tant que membre d'une brigade, il s'engage à venir avec un Browning afin d'assurer une totale sécurité. Je l'ai rencontré par hasard, longtemps après 1905. Il avait déteint pour de bon. Il était pour ainsi dire sans visage, tant ses traits s'étaient effacés et décolorés. L'ombre affadie de sa bougonnerie et de son autorité d'autrefois. Il s'était apparemment casé comme assistant à l'observatoire astronomique de la tour de Pulkovo. Je n'aurais pas été étonné d'apprendre qu'il s'était métamorphosé en pur logarithme de la vitesse des planètes ou en fonction spatiale. Il fallait bien qu'il fausse compagnie à la vie, celui qui n'était qu'une chimère.